Le XVIIe siècle, sous le règne de Louis XIV, est le siècle du classicisme, un mouvement littéraire et artistique essentiel pour comprendre l'histoire de la culture française. Dans ce contexte, le classicisme se distingue par plusieurs caractéristiques qui façonnent l'art et la littérature. L'époque est marquée par la recherche d'ordre et de discipline. Cela se traduit par l'idéal de l'honnête homme, une figure marquée par le raffinement, la maîtrise de soi et des passions, la culture et la vertu. Ce modèle d'honnêteté et de courtoisie devient le miroir des valeurs de modération et de politesse qu'on cherche à cultiver dans les cercles sociaux. Parallèlement, la centralisation du pouvoir visible à travers la construction du château de Versailles transforme la cour en un centre névralgique, autant politique que culturel. La cour devient le cœur des arts, stimulée par le mécénat royal. Louis XIV encourage la création et soutient de nombreux artistes, contribuant ainsi à l'épanouissement artistique dans des domaines aussi variés que la littérature, la peinture et le théâtre. Dans ce contexte, des mouvements littéraires distincts apparaissent. Le classicisme d'abord prône un respect des règles strictes et une imitation des anciens, les auteurs de l'Antiquité. Ce mouvement valorise l'harmonie, la clarté et une dimension didactique dans l'art, avec un souci constant de plaire et d'instruire. Un autre mouvement, la préciosité, se développe surtout dans les salons littéraires où l'aristocratie, en particulier féminine, cultive un langage raffiné et des manières sophistiquées. La préciosité influencera la littérature en y ajoutant une touche de raffinement et de subtilité. Le baroque se développe au début du XVIIe siècle, notamment en réponse aux exigences du classicisme. Il s'affirme par son contraste radical avec la rigueur des règles classiques. Le baroque se caractérise par une recherche d'exubérance, de mouvement et d'émotion, cherchant à surprendre, à bouleverser les conventions esthétiques. Contrairement à l'harmonie et à la mesure classique, il privilégie l'instabilité, la contradiction et l'illusion. Le baroque explore des thèmes comme la vanité, la mort et la fugacité de la vie, et il met en scène des personnages dévorés par leur passion, souvent opposés à une fatalité implacable. Dans la littérature, le baroque se manifeste par un langage florissant, une utilisation abondante des métaphores et une forte tension dramatique. Il y a des aspects baroques dans les œuvres de Corneille, par exemple. Concernant les auteurs majeurs de ce siècle, nous commençons par le dramaturge Pierre Corneille. Sa célèbre œuvre « Le Cid » est une tragicomédie qui raconte l'histoire de Rodrigue et de Chimène, deux amants dont la relation est mise à l'épreuve par une querelle d'honneur entre leurs pères. Rodrigue doit choisir entre l'amour et l'honneur en combattant le père de Chimène. Ce choix difficile est devenu emblématique de ce qu'on appelle le dilemme cornélien, où des valeurs comme l'amour et le devoir s'entrechoquent. Parmi les répliques célèbres, on retient notamment « Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années » ou encore « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». Jean Racine, disciple du classicisme, se distingue par ses tragédies explorant la force des passions humaines. Il dépeint des personnages dévorés par leurs sentiments, qui les mènent à la catastrophe. Racine respecte les règles classiques, unité de temps, de lieu et d'action, tout en offrant une analyse profonde des émotions humaines où la fatalité et l'irrésistibilité des passions conduisent inévitablement à une fin tragique. Un autre auteur incontournable est Jean de La Fontaine, poète et fabuliste. Ses fables, publiées entre 1868 et 1894, sont des poèmes qui mettent en scène des animaux représentant des traits humains, dans le but d'illustrer des leçons morales. Chaque fable critique des comportements sociaux ou présente une réflexion philosophique de manière accessible. L'ironie de La Fontaine et son regard subtil sur la société lui permettent de toucher un large public, qu'il s'agisse des élites ou des lecteurs plus populaires. Exemple de citation tirée de la fable « Le renard et le bouc ».
En toute chose, il faut considérer la fin. Blaise Pascal, quant à lui, est un penseur dont la portée dépasse le cadre de la littérature. Né en 1623, il rédige les Pensées, une collection de réflexions publiées de manière posthume. Ses écrits traitent de la condition humaine, de la misère et de la grandeur de l'homme, et de l'importance de la foi chrétienne. Il est célèbre pour avoir formulé le pari de Pascal, un argument en faveur de la foi chrétienne. Son aphorisme « L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant » résume sa vision de l'humanité, petite face à l'univers, mais dotée d'une dignité unique par sa capacité de réflexion. Nous avons aussi Nicolas Boileau, théoricien littéraire, auteur de L'art poétique, qui est un traité en vers. Boileau y définit les principes esthétiques du classicisme en insistant sur l'importance de la clarté, de l'harmonie et du bon goût. Pour lui, la poésie et la littérature doivent plaire tout en instruisant, et il propose des règles strictes qui permettront, selon lui, d'atteindre l'universalité. Boileau est connu pour sa recommandation. 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Un appel à la rigueur et à la persévérance dans la création artistique. Jean de la Bruyère, dans son œuvre Les Caractères, dresse un portrait satirique et moraliste de la société du XVIIe siècle en observant et analysant les travers humains à travers une galerie de portraits où il critique la vanité, l'hypocrisie et les mœurs de son époque avec une ironie mordante. Enfin, Molière critique les travers humains avec humour tout en appliquant les principes classiques du théâtre. Il s'intéresse principalement aux travers de la médecine de son époque dans certaines de ses œuvres, comme Le médecin malgré lui ou L'amour médecin. Il se moque des faux savants et des pratiques médicales absurdes tout en dénonçant les hypocrisies sociales. Pour retenir facilement les principaux auteurs de cette période et leurs contributions respectives, il est possible d'utiliser un moyen mnémotechnique, une corneille perchée sur la racine de la bruyère, Boileau de La Fontaine Molière. Ce rappel évoque ainsi Corneille, Racine, la bruyère, Boileau, La Fontaine et bien sûr Molière, figure emblématique du classicisme. En conclusion, le XVIIe siècle classique se distingue par une quête d'ordre et de rationalité. La littérature de cette époque n'est pas seulement un divertissement, elle est aussi un moyen d'instruire et d'éduquer, en accord avec les idéaux de modération et de contrôle des passions.